Une crise agricole qui concerne des patrons de petits patrons, certes, mais des patrons traditionnels, chasse gardée de la droite. Comment la gauche de la France insoumise pourrait-elle se faire entendre des paysans, des damnés de la terre? Comment concilier lutte sociale et défense de l'environnement à 4 mois des européennes, les défis de LFI? C'est le thème de ce dimanche en politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Anne Stambach-Ternoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée de Haute-Garonne dans le groupe de la NUPES, ou en tout cas ce qu'il en reste, on en parlera peut-être, mais élue sous l'étiquette de la France Insoumise. C'est votre premier mandat, vous avez 43 ans et vous êtes professeur de piano de profession. Bonjour et merci de m'inviter. La levée des barrages des agriculteurs et un discours de politique générale devant les députés de l'Assemblée. Gabriel Attal était sur tous les fronts cette semaine. Il a imprimé un style, le pragmatisme, revendiqué et fixé un cap que ne renierait pas la droite. Julien Nény. En montant à la tribune de l'Assemblée, Gabriel Attal le sait, son discours est très attendu. Alors il a prévu une batterie d'annonces, à commencer par les bas salaires. Ici en France, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France. Dès le prochain projet de loi de finances, nous commencerons à réformer ce système. Inciter les entreprises à augmenter les salariés au SMIC, voilà l'objectif. Comment? Pas de précision à ce stade. Autre sujet majeur développé par Gabriel Attal, la santé. Et notamment ce fléau qui exaspère les médecins et coûte cher. Plus de 28 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés chaque année. Je souhaite un principe simple qui se traduise par des mesures claires dès cette année. Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas sans prévenir, on paye. Pour combattre les déserts médicaux, le Premier ministre va aussi nommer un émissaire pour recruter des médecins étrangers. Sur le logement, Gabriel Attal propose un choc de l'offre, notamment en simplifiant les normes. Sur l'environnement, enfin, un nouveau service civique de l'écologie sera créé avec un objectif, 50 000 jeunes volontaires d'ici 2027. En tout, Gabriel Attal a annoncé une cinquantaine de mesures, pas de quoi satisfaire les oppositions. J'ai eu le sentiment que le Premier ministre cherchait à faire plaisir à tout le monde, mais que les Français qui auront entendu ce discours ne savent pas plus qu'hier de quoi demain sera fait. C'est probablement le discours le plus réactionnaire que nous ayons vu depuis des décennies et des décennies. Il voulait en quelque sorte ouvrir une nouvelle page. Eh bien, le pays n'attend qu'une chose, qu'on tourne la page de la Macronie. Dans la foulée, la NUP a déposé une nouvelle motion de censure contre le gouvernement. Le vote est prévu dans les prochains jours. Voilà, motion de censure qui sera votée demain lundi, que vous voterez, mais qui ne sera probablement pas adoptée. Mais dans le principe, pourquoi avoir déposé cette motion de censure avant même le discours de politique générale? Pourquoi cette motion de défiance d'intention a priori? Parce qu'en fait, monsieur Gabriel Attal nous a fait attendre pendant 2 semaines avant de nous présenter son discours de politique générale. Or, c'est important, en fait, c'est le moment où il explique l'orientation que va avoir son gouvernement à la représentation nationale. Donc là, on a attendu, on a bien compris que c'était écrit par le patron. C'est Emmanuel Macron qui avait déjà fait son discours de politique générale il y a 15 jours. Mais en plus, on nous fait attendre, il nous manque des ministres dans le gouvernement. Là, nous, on fait notre travail de parlementaire, on ne sait pas exactement à qui on s'adresse. Voilà, les ministres délégués sur plusieurs secteurs. Exactement, on ne sait pas quel ministre du logement, le ministre du transport, etc. Sans compter, effectivement, alors en plus, les portefeuilles doubles, plus ou moins hasardeux. Je pense effectivement à la santé qui se retrouve avec le travail, l'éducation nationale avec les sports et les Jeux Olympiques avec le succès que l'on sait. Bref, il y a une forme de mépris pour les institutions, pour la représentation nationale. Et le pompon, bien sûr, c'est qu'il avait décidé, il avait annoncé qu'il ne demanderait pas le vote de confiance de l'Assemblée. Or, c'est ce qui se fait dans toutes les démocraties parlementaires. Donc, défiance, motion déposée. Appelez-vous les députés, vos collègues des Républicains, à joindre leur voix au vôtre. Eux aussi menacent de leur côté, brandissent le chiffon rouge d'une motion de censure
Puisqu'on n'a pas de vote de confiance, nous, effectivement, on a proposé ce vote de défiance, parce qu'en fait, c'est important de pouvoir... C'est un moment de clarification politique, démocratique, c'est-à-dire qu'avec ce vote, en fait, on peut montrer si on soutient la politique de ce gouvernement ou si on est dans l'opposition. Donc, effectivement, si LR se considère comme opposant à ce gouvernement, il faut voter cette motion de leur censure. Voix au vote. Reconnaissez-vous tout de même un certain mérite à Gabriel Attal, le dynamisme, l'action, le pragmatisme tel qu'il le revendique? Alors, écoutez, moi, honnêtement, ce discours, il m'a glacée, en fait. C'est un discours que j'ai trouvé autoritaire, réactionnaire, austéritaire, et vraiment, j'ai trouvé, c'est paradoxal parce que là où on s'est senti le plus, c'est dans son discours vis-à-vis de la jeunesse, son approche de la jeunesse. On sent vraiment un profond mépris, même une détestation, notamment de toute la jeunesse qui s'est beaucoup mobilisée pour le climat, qui s'est mobilisée contre la réforme des retraites, la colère des jeunes des quartiers populaires, etc. Réactionnaire, disait Mathilde Panot. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Il a essayé de dire qu'il faisait rimer dans son discours donc la France avec puissance. Moi, j'ai surtout entendu qu'il faisait rimer France avec rance. Et j'en reviens à la jeunesse parce que vraiment, c'est important. On sent qu'il veut une jeunesse au pas. Et on nous parle d'uniforme. C'est une vieille marotte de l'extrême droite qui revient à l'ordre du jour. Les travaux d'intérêt éducatif donc pour les jeunes délinquants, les travaux d'intérêt généraux pour les parents d'enfants délinquants, tout ça, au lieu plutôt d'investir dans les centres sociaux, dans l'école, dans le périscolaire pour essayer d'agir à la source de tous ces problèmes. Là, on est uniquement dans une réponse répressive qui s'illustre aussi dans l'obsession donc pour le SNU qu'on veut donc nous généraliser. Et je voudrais juste quand même rappeler le service national universel qui va quand même prendre 2 semaines de cours aux élèves. Ça n'a pas l'air de poser problème. Et je voudrais rappeler à celles et ceux qui nous écoutent qu'en fait, si on veut généraliser ce service, c'est 2 à 3 milliards d'euros par an. En fait, avec la même somme, on pourrait embaucher 50 000 professeurs. Je demande qu'on y réfléchisse. Est-ce que ce ne serait pas plutôt ça dont notre jeunesse aurait besoin aujourd'hui? Gabriel Attal qui a obtenu une victoire politique, à quel prix nous le verrons, mais en obtenant des concessions de la part des syndicats agricoles, en mettant fin au barrage des agriculteurs. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont reconnu des avancées tangibles. Est-ce aussi votre cas, au moins sur la dénonciation, on va dire, de la concurrence déloyale non, et des revenus agricoles? Alors vous avez raison, la FNSEA donc, a estimé que pour elle, les revendications obtenaient une réponse, mais ce n'est pas le cas de tous les autres syndicats. Ce n'est pas le cas de la coordination rurale et la Confédération paysanne, qui elle estime que ce n'est pas, les réponses ne sont pas au rendez-vous. Et par ailleurs, je rappelle que ce n'était pas un mouvement qui est parti des syndicats à la base. C'était un mouvement spontané, d'ailleurs, qui est parti près de Toulouse, à Carbone. Le fait est que c'est la fin de la crise, en tout cas sur les routes et les autoroutes françaises. À voir comment les agriculteurs vont réagir. Moi, ce qui me semble, en tout cas, c'est que dans les annonces de Gabriel Attal, il y a un manque flagrant, énorme, béant. C'est qu'il ne répond absolument pas à la première revendication qu'on a entendue partout, dans tous les blocages de France, c'est-à-dire leur demande de pouvoir vivre de leur travail. C'est ça leur première demande. Actuellement, ils n'ont pas des revenus rémunérateurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ça, c'est Bercy qui s'en chargerait avec des contrôles accrus sur les filières, sur les distributeurs. Mais à mon sens, ça ne répond pas à la question. Encore une fois, on a 20% d'agriculteurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Vous le savez, tous les 2 jours, un suicide dans le monde agricole. C'est absolument colossal. Là, nous, on avait proposé une réponse très concrète. On avait proposé une proposition de loi dans notre niche parlementaire en novembre dernier qui visait à la fois à garantir ce qu'on appelle des prix planchers pour les agriculteurs, c'est-à-dire de garantir un prix rémunérateur, et de l'autre côté, de baisser et de bloquer les marges de l'agro-industrie. Parce que je vous donne juste quelques chiffres pour que ce soit clair pour tout le monde. Sur les 2 dernières années, avec l'inflation, vous et moi, quand on achète des produits en supermarché ou ailleurs, on paye 20% de plus sur les produits alimentaires. De l'autre côté, les prix agricoles, ils ont baissé de 10%. 10% de moins pour les agriculteurs, donc les là, producteurs. Il y a un vrai trou dans et la au raquette, milieu, et Bruno Le Maire... Attendez, c'est le taux de marge de l'agro-industrie qui, elle, a pris plus 70%. Donc on voit très bien où va l'argent et où on pourrait le prendre et comment on pourrait Bruno rémunérer. Le Maire, ministre de l'économie, promet de s'en occuper. Autre mesure, Attal, c'est la pause sur les éco-phytos, c'est-à-dire cette loi, cet engagement de réduire les pesticides à l'horizon 2030 en France. L'environnement paie-t-il le prix de cette crise agricole? Là, à mon sens, il va complètement à rebours de ce qu'il faudrait faire et il prend les choses dans le mauvais sens. Parce qu'en fait, en renonçant à l'éco-phyto, c'est ce qui permettait normalement de réduire l'usage notamment des pesticides de 50% à horizon 2030. C'est une suivant mesure le pacte vert Exactement. européen. Et c'est une mesure extrêmement importante, en premier lieu pour les agriculteurs. Parce que ce sont eux qui sont en première ligne des conséquences sanitaires de l'utilisation de ces produits. Il y a des enquêtes médicales, scientifiques, très sérieuses qui le prouvent. On a suivi
des agriculteurs sur des dizaines d'années, et on se rend compte qu'il y a plus de cas, par exemple, de cancer, de certains cancers du sang, de maladies neurodégénératives, etc. Bref, ce sont eux les premières victimes de ces produits-là. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, à l'inverse, les accompagner vers une agriculture qui sort de ces produits, de ces substances, qui par ailleurs polluent aussi les terres, l'eau, avec toutes les conséquences que ça a. Je rappelle tous les problèmes d'eau potable qu'on a qui se multiplient. Donc en fait, il faut les protéger et j'ajoute, justement, ça veut dire empêcher l'arrivée de produits sur notre territoire qui, eux, sont cultivés, utilisés avec ces produits. Pourquoi le progrès pour l'environnement est souvent synonyme de recul pour les agriculteurs ? Parce que je pense que c'est mal amené. Ça devrait être un progrès pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on devrait justement accompagner financièrement les agriculteurs vers cette agriculture qui soit plus respectueuse donc, du vivant, mais aussi de leur santé. Je le répète, ce sont eux les premières victimes de ces produits-là. Et ça demande effectivement un accompagnement des politiques publiques qui vont dans ce sens-là. Et aussi, il faut remettre en question absolument les accords de libre-échange. C'est ça qui est au cœur du problème. C'est l'engagement du président de la République. Alors non, pas vraiment. Non. Si vous l'avez bien entendu, il a dit qu'il refusait le Mercosur en l'état. Donc ça veut dire qu'il ne remet pas en cause le principe complet, c'est juste que les négociations continuent. Façon de ne pas fâcher l'Allemagne et l'Espagne qui sont favorables. Il y a encore pas si longtemps, de toute façon, on entérinait l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Encore la semaine dernière, les députés macronistes au Parlement européen votaient pour des nouveaux traités avec le Kenya, donc, avec en le fumage, Chili. c'est ce que vous dites. Mais oui, et surtout, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. C'est qu'en fait, avec tous ces traités-là, le principe est le même. C'est-à-dire qu'on va faire venir, des fois depuis des milliers de kilomètres, la Nouvelle-Zélande, c'est 20 000 kilomètres, des produits qu'on produit en France, que nos agriculteurs produisent en France, mais sauf qu'ils sont produits là-bas à plus bas coût, parce que les salaires sont plus bas, parce que justement, on utilise des produits ce constat, si j'ai bien entendu. Les jacqueries s'inscrivent dans la grande histoire des luttes sociales, des damnés de la terre, des forçats de la faim. Et pourtant, il y a bien longtemps que les agriculteurs se sont détournés de vous, la gauche du peuple. Comment expliquez-vous ce désamour entre eux et vous, mené par Jean-Luc Mélenchon ? Alors, je pense que là, il y a un a priori. En l'occurrence, moi, je peux vous dire que tous mes collègues ont été mobilisés partout sur le terrain à aller on n'est à pas la là, rencontre, franchement, au cœur de à la votre rencontre électorat chez des les agriculteurs. Nous sommes Et d'accord. alors, les discussions existent. Oui. Et justement, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de points de convergence. Exactement, de points pourtant. de convergence. Celle que je viens de dénoncer, le fait qu'il faut absolument sortir de ces accords de libre-échange qui les étouffent littéralement, qui les met face à une concurrence à laquelle ils ne peuvent pas faire face, et le fait qu'il faut leur garantir des prix rémunérateurs. Et pour beaucoup, le fait qu'il faut les accompagner dans une agriculture. Mais souvent, très honnêtement, quand je pose la question sur des barrages ou à des agriculteurs, ils me répondent que vous, la France insoumise, vous défendez la France des assistés, alors que eux représentent, disent-ils, la France qui travaille, qui se lève tôt, pour reprendre une expression de écoutez, c'est de pas Nicolas du tout Sarkozy. ce qui est revenu de nous, les témoignages qu'on a reçus Oui. sur les différents points de barrage où on a pu se rendre les uns et les autres. Je rappelle les prises de position très fortes et appréciées, par exemple, de ma collègue Mathilde Digné, qui est ouvrière agricole de profession avant d'être députée. Donc je crois au contraire qu'on est très au courant des difficultés des agriculteurs et on a montré notre soutien parce qu'effectivement, on soutient notamment leur première revendication, qui est celle qu'ils doivent absolument vivre de leur travail. Ils travaillent 7 jours sur 7 sur leur ferme. Il n'y a pas de vacances pour pouvoir nous nourrir. C'est insupportable de voir que, comme je le disais tout à l'heure, ils sont 20% à vivre sous le seuil de pauvreté. Oui, très faible revenu. La pauvreté, le mal logement qui progresse en France, c'est le constat alarmant dressé par la Fondation Abbé Pierre. Cette semaine, à l'occasion des 70 ans de la Fondation, toujours et plus que jamais d'actualité. Anne-Christine Roth. Se loger, accéder à un toit devient de plus en plus difficile. La Fondation Abbé Pierre parle même d'une année noire pour les mal logés. En 2023, ils étaient 4 200 000 et plus de 12 millions contraints à occuper des habitations vétustes, mal isolées ou surpeuplées. Une situation qui s'aggrave et touche de nouveaux territoires à la campagne et de nouveaux publics, comme les étudiants. Les raisons sont multiples. La précarité qui gagne du terrain, la réduction de l'offre locative privée, à cause notamment de la concurrence des Airbnb. La production de logements neufs, elle est en chute libre, celle des logements sociaux à l'arrêt. Quand vous êtes à moins de 300 000 logements produits chaque année, à peu près 80 000 logements sociaux produits chaque année, vous savez que vous êtes en train d'empirer la crise. Vous êtes en train d'aggraver le déficit de logements, notamment de logements pour les plus pauvres, dans les années qui viennent. Et donc, quoi qu'on fasse aujourd'hui, même si on avait une politique volontariste, ça prendrait des années pour inverser cette tendance négative. Et donc, on est très inquiet pour les années qui viennent.
En 2022, 2 400 000 foyers étaient en attente d'un logement social, 400 000 de plus qu'en 2017. Face à la pénurie, Gabriel Attal a promis d'assouplir certaines règles. La loi SRU, qui oblige les communes à proposer 25% de logements sociaux, pourrait ainsi intégrer les logements intermédiaires destinés aux classes moyennes. Une annonce qui inquiète le monde du logement social. Oui, la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui avait été portée en son temps, c'était en 2000 par l'ancien ministre du Logement, le communiste Jean-Claude Guessot. Elle est aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, détricotée, vidée de sa substance. Et vous avez raison de pointer cet aspect-là, parce que je trouve que c'était un point très inquiétant du discours de Gabriel Attal, puisqu'effectivement, cette loi, en plus, à laquelle il s'attaque, la loi SRU, pour moi, c'est vraiment une loi emblématique, même historique, de l'ambition républicaine pour la mixité sociale. C'est à ça là qu'il est en train de s'attaquer. Vous le disiez dans votre petit reportage. Donc, cette loi, normalement, elle oblige à avoir un quota de 20 à 25% de logements sociaux pour les communes de plus de 3 500 habitants. Et là, il propose d'intégrer dans ces quotas les logements dits intermédiaires. Oui, bon, il faut savoir une bonne chose pour les classes moyennes, cette France de l'entre-deux. Oui, alors c'est ce qu'il prétend favoriser, mais en réalité, il faut pas savoir assez que riche pour se loger. Ces logements-là, en réalité, ils peuvent aller jusqu'à 20 € le mètre carré pour la location. Et donc, on s'aperçoit que c'est des tarifs qui sont inaccessibles pour 95% des demandeurs de logement social. C'est exactement ce qui ressort du rapport de la Fondation Abbé Pierre qui vient de sortir. Et donc, justement, dans ce rapport, qu'est-ce qu'ils disent dans la Fondation Abbé Pierre? Ils parlent d'une bombe sociale avec une crise du logement sans précédent qui ne cesse de s'accélérer, et ils pointent justement l'effondrement de la construction de logements, et notamment de logements sociaux et très sociaux. Or, on comprend qu'avec cette manipulation proposée par Gabriel Attal, mécaniquement, il va y avoir moins de logements sociaux construits et moins de gens qui vont pouvoir accéder aux logements sociaux. Aujourd'hui, c'est 2,4 millions, toujours selon la Fondation Abbé Pierre, 2,4 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social. Donc, on va aggraver cette situation. Qui rentreraient dans les clous des 25% de logements sociaux. Oui, mais sans réellement satisfaire le besoin qui est réel. Je viens de l'énoncer, 2,4 millions de personnes, de ménages qui attendent pour des logements sociaux. Or, c'est ça l'urgence, et la situation se dégrade, et on va l'aggraver avec cette mesure. Mais cette France de l'entre-deux, cette France, encore une fois, des classes moyennes, je le disais, trop riches pour prétendre aux aides sociales ou aux aides au logement, trop pauvres pour parvenir à vivre dignement, décemment. Que leur proposez-vous, vous? On sait qu'il va là chercher l'électorat du Rassemblement national, qui s'adresse beaucoup aux classes moyennes. Et vous? Mais pour ce qui est du logement, en fait, il faut une politique globale, donc qui va avec effectivement une politique massive de logements sociaux, mais aussi une politique globale de rénovation thermique, par exemple, des bâtiments, parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans des logements qui sont aujourd'hui des passoires thermiques, voire des bouilloires thermiques l'été, et qui en souffrent. On avait voté 12 milliards de plus, d'ailleurs, le PLF de 2023, donc budget 2023, exactement, projet de loi de finances de 2023, qui avait été balayé ensuite par 49.3. Pourtant, c'était une avancée énorme, tant sur le plan social que sur le plan écologique, parce que c'est une mesure d'urgence pour toutes et tous. Désmicardiser la France, demande Gabriel Attal. On assiste à un phénomène de tassement des salaires, puisque le SMIC est indexé sur l'inflation. Les salaires dans le privé ne le sont pas, et aussi dans le public. Que demandez-vous aux patrons qui ne joueraient pas le jeu, la fin des exonérations sociales pour les petits salaires notamment? Non, mais en fait, encore une fois, il prend le problème à l'envers. Là, il va s'attaquer, il l'a dit, aux cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est pas des charges, c'est du salaire différé. C'est ce qui nous permet d'avoir une retraite, ce qui nous permet de nous soigner, etc., etc. C'est important, il faut le préserver. En réalité, nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter le SMIC à 1 600 € avec, je le précise, une caisse de péréquation. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce soit les plus grandes entreprises, il y en a en plus qui font des bénéfices colossaux en ce moment, qui mettent la main à la pâte pour permettre justement aux petites entreprises d'assurer de leur côté, parce qu'on comprend bien que ce n'est pas forcément facile, mais c'est faisable. Et à côté, ça veut dire que c'est toute l'échelle des salaires qui a augmenté. Et tout indexé évidemment sur l'inflation, pas seulement sur le SMIC, pour que tout le monde en bénéficie. Peut-être un sujet de satisfaction, en tout cas pour vous cette semaine, c'est l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'IVG, votée à une large majorité à l'Assemblée. C'est une loi que vous défendiez depuis fort longtemps. Elle doit désormais passer devant le Sénat. Nous verrons ce que les sénateurs à droite voteront. C'est une avancée majeure, vous diriez, pour le droit des femmes, près de
de 50 ans après la loi Veil. Tout Pourquoi à fait. était-ce si important ? C'est un moment historique, parce que c'est, comme dit très bien Mathilde Panot, parce que le monsieur Larcher, par exemple, disait qu'il n'y a pas de raison, le droit à l'accès à l'avortement ne n'est serait pas remis menacé. en question, n'est En pas fait, c'est menacé. justement quand il n'est pas menacé qu'il faut le protéger de toutes ses forces, parce qu'on voit bien, notamment en Europe, en ce moment, une montée de l'extrême droite partout. Or, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, les premiers droits qui sont attaqués, ce sont souvent ceux des femmes. Et on l'a vu dans de nombreux pays où, effectivement, le droit à avorter est attaqué. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de le mettre dans la Constitution. La Constitution, c'est ce qu'il y a de plus haut dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que c'est elle qui commande toutes les lois. Exactement. Pas de politique sans présence sur les réseaux sociaux. Comme chaque semaine, c'est l'instant tweet de Robin Doro. Bonjour Robin, vous avez scanné les posts de notre invité, une vraie digital native, c'est ça ? Oui, on peut dire ça, puisque finalement de tous les invités que j'ai pu stalker sur les réseaux, comme on dit, vous êtes une des plus actives, puisqu'on dit souvent que la France Insoumise veut aller chercher les jeunes, mais évidemment ça passe par les réseaux sociaux. Sur Twitter par exemple, vous commentez beaucoup la vie politique de l'hémicycle, vous venez d'en parler, la grande victoire cette semaine c'était ce vote pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, vous avez réagi sur Twitter. Sur Twitter aussi, on vous a vu cette semaine dans les cortèges de manifestations côté des enseignants, c'était jeudi. Et puis c'était aussi l'occasion de mettre un petit tacle à la Macronie qui est en train de liquider les services publics, c'est ce que vous écrivez sur vos réseaux. Mais votre truc à vous, à Stombac Terre Noire, c'est le format vidéo. Ça, c'est indéniable sur votre chaîne YouTube déjà que vous alimentez régulièrement avec vos interventions dans la presse, mais aussi un format qui s'appelle Actualité écologique de la semaine. Et digne d'une influenceuse, d'une swifteuse. On est presque dans l'influenceuse, en effet, puisqu'on parlait d'aller chercher les jeunes dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous mettez les pieds dans le plat, vous y allez à fond. Vous êtes lancé dans le vlog. Sur Instagram, on a pu vous suivre pendant toute une semaine complète, à coup de story. Et on apprend quelques petits secrets d'élus de la République. Regardez. Donc je vais bosser encore un petit peu et puis après je vais dormir parce que j'ai un lit dans mon bureau. Juste ici en fait, si je tire cette poignée. Merci pour le tuto. On cherche un gain d'espace chez soi. Et puis c'est dans le placard. Voilà, comme les influenceurs, vous interagissez aussi avec votre communauté. Là, ce qu'on va voir par exemple, c'est vous demander à vos abonnés de voter, mais c'est un petit peu particulier. Je ne sais pas si c'est l'heure tardive, mais demain, j'ai bien envie de citer les Shadocks dans mon intervention à l'article sur notre proposition de moratoire sur les méga-bassines. Donc, vous me donnez votre avis ? Bonne idée ou pas ? Pour aller toucher les jeunes, il y avait peut-être un peu plus récent que les Shadocks comme référence quand même. Oui, le lien pompé, on n'a pas compris. Quels étaient les Shadocks qui pompaient. Vous en avez parlé d'ailleurs ? Oui, j'en ai parlé, mais parce que c'est le principe des méga-bassines, on pompe dans les nappes phréatiques, alors qu'en fait, on participe à l'assèchement de ces fameuses nappes, et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'était l'instant Shadocks. Un mot de la politique locale avec la condamnation lundi dernier d'une adjointe du maire de Toulouse, Laurence Harribagé, condamnée à 5 ans d'inéligibilité, avec effet immédiat. Elle a démissionné pour tentative de déstabilisation de son adversaire à l'entre-deux tours des législatives de 2017. On ne va pas revenir sur l'affaire, mais la France Insoumise a publié un communiqué à cette occasion se réjouissant de la condamnation en associant le maire de Toulouse, Jean-Louis Moudenc, le système Moudenc. Pouvait-on lire en quoi le maire de Toulouse est-il lié à cette affaire ? Pour moi, il est lié dans ses réactions en fait, à l'affaire en question. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a choqué, au-delà de la condamnation de Madame Harribagé, c'est qu'on a la droite toulousaine qui a l'air de maintenir son soutien à Madame Harribagé, presque un peu. Un soutien amical, c'était précisé comme tel. Oui, ça pose question quand même, parce que c'est du lourd quand même, de ce dont on parle. S'il y a 5 ans d'inéligibilité, c'est quand même pas pour rien. De toute façon, vous venez de l'évoquer. Donc, du coup, ça pose question. On se demande est-ce que cette droite toulousaine, qu'elle cautionne, est-ce que ça veut dire que c'est un peu dans leur pratique, est-ce que c'est juste la pointe immergée de l'iceberg, l'affaire Harribagé. Donc voilà, c'est ça qui pose question. Et effectivement, si c'est ça que vous voulez me demander, l'idée de porter absolument une alternative. La campagne 2026 est bien lancée et les couteaux sont sortis. C'est ce qu'on doit en déduire.
De toute façon, il est évident qu'on se présente en opposition à cette politique qui est menée par M. Boudin. Moi, je rajoute que je la trouve aussi de plus en plus inhumaine. Et là, je fais référence directe à la façon dont sont traités les enfants qui sont à la rue dans notre ville et qui notamment sont hébergés pour certains dans des écoles occupées actuellement avec des parents, des enseignants, des habitants qui s'organisent pour faire vivre la solidarité et pour lequel la mairie de Toulouse a plutôt des mots méprisants, voire tendant à les faire passer pour des délinquants. Voilà, donc rendez-vous pour les municipales de 2026, mais avec qui ou derrière qui? Avec le PS, une coalition, Archipel Citoyen, les écologistes. Écoutez, vous parviendrez à vous unir après l'échec de la NUPES? De toute façon, pour nous, la logique, elle est toujours la même, c'est celle qu'on défend aussi dans le cadre des élections européennes qui arrivent, c'est de continuer à défendre. On continue à défendre. Manon Aubry, elle a lancé un appel à tous les orphelins de la NUPES. J'ai trouvé la formule excellente parce que c'est exactement ça. C'est rappeler que nous, en fait, on n'a pas changé d'objectif. Ce sera la même chose pour les municipales. C'est-à-dire qu'on veut continuer à défendre avec la base la plus large possible le programme partagé, le programme commun, celui de la NUPES, qui était un programme de gauche de rupture et qui a apporté un immense espoir. Quitte à laisser la tête de liste telle que l'avait notamment proposé Manon Aubry pour les européennes, mais pour les municipales aussi, vous laisseriez la place? C'est encore tôt pour le dire. Je ne suis pas dans les négociations, mais de toute façon, on va travailler dans ce sens-là pour être le plus large possible avec un programme de rupture et pouvoir apporter justement une alternative sérieuse avec une politique sociale, écologique et démocratique à la hauteur des attentes des Toulousains. La gauche divisée, c'était l'erreur qui a coûté le second tour à la gauche à la présidentielle. Est-ce qu'on ne retourne pas dans les mêmes travers, dans la même erreur? Écoutez, vous savez, nous, on est pour l'union. Donc, vous prêchez... Mais tout le monde est pour l'union. Vous prêchez une convaincue. Non, c'est faux. Vous voyez bien que sur les européennes, ce n'est pas de notre fait si on n'est pas ensemble sur une liste commune, à l'heure qu'il est. Mais après, moi, je fais aussi confiance à tout le monde. D'ailleurs, la NUPES, ce n'est pas que des partis politiques. C'est aussi des gens de la société civile, syndicalistes, militants, etc. Tout ça qu'on appelle tous ceux qui se retrouvent dans nos objectifs communs. Et on aura l'occasion d'en reparler. Pardonnez-moi de vous couper d'ici 2026. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dimanche prochain, 11h10. Dimanche en politique se poursuit avec Francis Letellier. Tout de suite, merci, très bon dimanche.